bonjour à toutes et tous. Dans cette vidéo, nous allons chercher à déterminer QW, delta U, delta H et delta S lors de l'échauffement isobar réversible de 2 mols d'eau de 25 degrés à 150 degrés. Ce qu'il faut d'abord remarquer, c'est que à l'état initial, c'est-à-dire 1 bar et 25 degrés, l'eau est liquide, et à l'état final, vous allez avoir de l'eau en phase vapeur à 150 degrés. Donc lors de la transformation de 25 à 150 degrés, vous allez avoir à la fois une variation de température et un changement d'état. Lorsqu'on va chercher à calculer les différentes grandeurs de transformation et les variations potentielles thermodynamiques au cours de cette transformation, on va devoir décomposer cette transformation en sous-transformations qui ne prennent en compte que soit une variation de température sans changement d'état, soit un changement d'état sans variation de température, c'est-à-dire à température constante. Donc ici, pour résoudre ce problème-là, on va d'abord commencer à partir de l'eau liquide à une température que je vais noter TA de 25 degrés, qui est notre état initial. Puis on va venir progressivement chauffer cette eau liquide pour l'amener à une température TB qui est de 100 degrés, qui correspond à la température d'ébullition de l'eau. Ensuite, on va transformer l'eau liquide en vapeur d'eau à une température constante TC de 100 degrés, à noter ici que TB égale TC. Et ensuite, on va obtenir l'eau sous forme de vapeur à la température TD de 150 degrés qui correspond à la température finale. Et donc on notera ces différents états A, B, C et D et on notera les transformations 1, 2 et 3. Donc maintenant, lorsqu'il s'agit de calculer Q échangé au cours de la transformation, eh bien on va pouvoir décomposer cette chaleur échangée sous forme de Q1 plus Q2 plus Q3. Il faut également noter que delta H est égal à Q étant donné qu'on est dans le cadre d'une transformation isobar réversible, donc la pression est constante. Maintenant, on va chercher à déterminer Q1, Q2 et Q3 et on fera la somme pour obtenir la chaleur échangée Q ou Q échangée au cours de la transformation de 25 à 150 degrés de 2 mols d'eau. Pour Q1, on va utiliser l'expression NCP de l'eau ici liquide en faisant TB moins TA, température finale moins température initiale au cours de la première transformation, et on considère que le CP de l'eau est constant de 25 à 100 degrés. Si vous faites l'application numérique, vous allez obtenir une valeur de l'ordre de 11,3 kJ. Pour Q2, on doit utiliser une autre expression, car ici, on va avoir un changement d'état à température constante, donc on va devoir utiliser l'expression N delta vap H0 de l'eau à 100 degrés, ici, c'est-à-dire à TB qui est égal à TC, je le rappelle, et ça va vous donner 81,4 kJ. Pour Q3, on va utiliser une expression qui est sensiblement égale à ce que vous avez pour Q1, sauf qu'ici, vous allez considérer le CP de l'eau en phase gaz et non pas en phase liquide, et l'écart de température va être donc TD moins TC, c'est-à-dire température finale, moins température initiale de cette sous-transformation, ce qui vous donne 3,36 kJ. Si vous faites la somme ici de Q1, Q2 et Q3, vous allez obtenir 96,1 kJ, ce qui correspond à la chaleur échangée. On notera directement que delta H est égal à Q, et donc si vous connaissez Q, vous connaissez delta H. Maintenant, pour le travail échangé au cours de la transformation, eh bien, on va utiliser le même raisonnement que pour la chaleur échangée. Ça va correspondre à la somme du travail échangé pour chaque sous-transformation, à savoir les transformations 1, 2 et 3. Donc, si on rappelle l'expression du travail dans le cas d'une transformation réversible, delta W est égal à moins P dV, ici avec la pression qui est égale à la pression extérieure. Si maintenant on intègre cette transformation d'un état initial vers un état final, on va obtenir le travail de l'état initial vers l'état final est égal à moins intégrale de l'état initial vers l'état final, PdV, et on peut sortir la pression de l'intégrale étant donné qu'ici on travaille à pression constante, ce qui va vous donner moins P, V final, moins V initial. Donc maintenant on va appliquer cette expression pour les sous-transformations 1, 2 et 3, on remarque en fait que pour la transformation 1, on va avoir P de V de l'état B moins V de l'état A. Et ici, étant donné qu'on a de l'eau qui est une phase condensée, de l'eau liquide,
qui va passer de 25 à 100 degrés en restant liquide, on peut considérer que le volume de B est proche du volume de A. Le travail pour la transformation 1 est proche de 0 joule. Maintenant, pour la deuxième transformation, W2, eh bien, on a moins P VC moins VB. Et ici, on considère que le volume pris par le gaz est très largement supérieur au volume pris par le liquide, à savoir que 1 litre d'eau liquide, une fois passé en phase vapeur à 100 degrés, va prendre comme volume 1700 litres. Donc ici, on voit bien qu'on peut négliger le volume de la phase liquide. Donc, si on réécrit cela, on va avoir moins PVC, d'accord? On va considérer que VC moins VB est égal à VC. On va donc obtenir moins PN RT à la température C sur P. On remplace le volume pris par la vapeur par nRT sur P. On va simplifier les pressions et on va obtenir moins nRTC. Si vous faites l'application numérique, vous allez obtenir moins 6,2 kJ. Maintenant pour W3, eh bien on va avoir la relation moins P VD moins VC. Ici on a uniquement de la vapeur d'eau. On va pouvoir considérer que la vapeur se comporte comme un gaz parfait. Donc on va remplacer VD et VC en utilisant la loi des gaz parfaits, ce qui va vous donner nRTD sur P, nRTC sur P. La pression évidemment se simplifie. On va donc obtenir moins nRTD moins TC. Et si vous faites l'application numérique, vous allez obtenir environ moins 0,83 kJ. Il ne reste plus qu'à faire la somme. Vous allez obtenir le travail échangé au cours de la transformation qui est de environ moins 7 kJ. Ensuite, une fois que vous avez déterminé W et Q, vous pouvez déterminer le delta U qui vaut W échangé plus Q échangé en utilisant le premier principe de la thermodynamique. Il ne reste plus qu'à déterminer le delta S, toujours en utilisant la même idée que le delta S, c'est la somme de delta S1 plus delta S2 plus delta S3. Pour le delta S1, on va utiliser l'expression intégrale de delta Q sur T en partant de A vers B. Et le delta Q, c'est NCP dt. Donc on va remplacer ici, en partant de A vers B, le delta Q par NCP de l'eau liquide dt sur T. On peut sortir le N et le CP de l'eau liquide de l'intégrale car ce sont des constantes et on va obtenir une expression NCP de l'eau liquide intégrale de A vers B de 1 sur T dt. Et si vous faites l'intégrale de 1 sur x d de x, ça va vous donner ln de x. Donc vous allez obtenir comme expression finale NCP de l'eau liquide, ln de température finale, ici Tb, sur température initiale, TA. Si vous faites l'application numérique, vous allez obtenir 33,8 joules par Kelvin. Pour le delta S2, eh bien, on va avoir intégrale de B vers C delta Q sur T. Et on va directement obtenir, étant donné qu'on travaille à température constante, Q2 sur la température à laquelle on effectue la transformation, ici TC ou TB, la température ici étant de 100 degrés. Et si on remplace par l'expression de Q2, on va obtenir N delta vap H0 de l'eau à la température TC ou TB, c'est la même, 100 degrés, divisé par TC, TB, ce qui va vous donner environ 218 joules par Kelvin. Et enfin, pour le delta S de la troisième sous-transformation, on va obtenir quelque chose similaire à l'expression pour le delta S1, c'est-à-dire NCP, cette fois-ci de l'eau non pas liquide, mais de l'eau sous forme de vapeur, donc CP de l'eau gaz, ln, TD la température finale sur TC, la température initiale pour la sous-transformation 3. Et vous obtenez 8,4 joules par Kelvin. Et si vous faites la somme de delta S1, delta S2 et delta S3, vous allez obtenir le delta S échangé au cours de la transformation, ce qui correspond à 260,2 joules par Kelvin.